Bien, merci à tous. Merci évidemment aux organisateurs qui ont eu la bonne idée d'abord d'organiser un débat, parce que les débats ne sont pas si fréquents. C'est peut-être ce que vous avez remarqué. En tout cas, c'est la question que moi je m'étais posée. Est-ce que nos deux personnages ce soir s'étaient déjà rencontrés et avaient eu l'occasion de discuter publiquement? Eh bien, figurez-vous que cela n'a jamais été le cas. Donc c'est un peu une première, ça crée un précédent, et peut-être cela va-t-il annoncer d'autres débats sous ce jour, et je me réjouis que ça puisse avoir lieu, évidemment, sous les auspices du crucifix qui se trouve juste au-dessus. L'Église est un lieu de débat, c'est bien connu, et le fait que nos deux personnages l'aient accepté le prouve. Alors, sur la façon dont cette soirée va s'organiser, une chose est importante, c'est que vous pouvez poser des questions tout au long de cette soirée, non pas de manière directe, mais plutôt par le biais des papiers qui vous seront transmis et des stylos qui pourront circuler. En tout cas, vous avez la possibilité au fil du débat de faire remonter des questions, non pas d'attendre le dernier moment, puisque cette soirée se clôt aux alentours de 22h30. Donc ce que je vous propose, c'est dès que vous avez des idées, eh bien n'hésitez pas à les faire parvenir pour qu'elles puissent alimenter cette discussion. Dans un premier temps, chacun des deux intervenants va prendre la parole individuellement sur une dizaine de minutes. D'abord, ce sera Alain Benoît, puis ensuite Rémi Brague. Alors pour les présenter rapidement, je vais le faire rapidement parce que normalement vous êtes quand même censés, je pense pour une bonne partie d'entre vous, déjà les connaître. Alain Benoît, politologue, écrivain, journaliste, les revues Éléments, Nouvelle École, Le Grèce, l'expression Nouvelle Droite, sur laquelle peut-être il reviendra, qui avait marqué aussi les années 80. En tout cas, c'est un souvenir personnel que j'ai. Je précise que je ne le connaissais pas avant ce soir, donc c'est aussi une découverte pour moi. Avec un ouvrage récent qui n'a peut-être rien à voir en soi avec notre sujet, quoique je ne suis pas sûr que ce soit le cas, le traité transatlantique et autres menaces, qui a été publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, et puis l'ouvrage qui peut-être sera plus en écho avec notre discussion, comment peut-on être païen, puisque cette discussion pose un peu celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, deux figures d'intellectuels qui vont naturellement jouer dans les profondeurs ce soir. Alors Rémi Brague, professeur émérite de philosophie à l'université Paris 1 Sorbonne, également en Bavière à l'université Louis-Maximilien, membre de l'Institut. Les langues grecques et latines ne lui sont pas inconnues, comme vous le savez. Il vient publier Le règne de l'homme aux éditions Gallimard, et puis les ouvrages précédents qui seront peut-être, en tout cas parmi les ouvrages précédents, dont l'un sera l'une des références peut-être ce soir, c'est Europe, la voie romaine, qui est toujours disponible d'ailleurs chez Gallimard en poche. Alors ce que je vous propose, 10 minutes tout d'abord pour poser le débat sur mariage. Moi c'est ce terme de mariage qui a retenu mon attention, mariage heureux ou contre nature. Le mot de mariage est à la mode, on parle du mariage gay, du mariage blanc, du mariage républicain, du mariage forcé, du mariage de raison. On peut le décliner sous quantité d'aspects. Ça suppose évidemment le consentement des époux. Dans le christianisme, c'est même l'engagement des époux à vie. Donc c'est du développement durable. Et puis ça suppose aussi l'engendrement, l'ouverture à l'éducation, la fertilité d'une certaine façon. Alors c'est une fertilité aussi intellectuelle qui peut se manifester à travers la civilisation et les modes de civilisation. Alors qu'entendez-vous, messieurs, par mariage heureux ou mariage contre nature? Comment appréhendez-vous ce débat? C'est Alain Benoît qui va ouvrir la discussion pour une dizaine de minutes. Chacun d'entre eux est bien prévenu qu'il doit bien se fier à ce temps de 10 minutes pour ensuite pouvoir ouvrir le débat entre eux. Alain Benoît. Merci. Alors d'abord, merci bien entendu à tous ceux qui sont venus à cette soirée. Merci également à la paroisse Saint-Lambert, qui n'a peut-être pas l'habitude d'accueillir si souvent des païens. Ce que je voudrais je vais faire un exposé assez bref, mais en avant-propos, je voudrais réagir à la fois sur le terme de disputation qui a été utilisé pour présenter ce débat et sur l'intitulé même du débat. Alors la disputation, comme vous le savez certainement, a commencé à l'époque de la scolastique par être une méthode d'enseignement fort intéressante d'ailleurs, et ce n'est que dans un second temps qu'elle en est venue à désigner toutes sortes de joutes verbales sur des sujets divers. Ce terme ne me convient pas tout à fait.
Il ne me convient pas tout à fait parce que je ne conçois pas le débat de ce soir comme une sorte de match de boxe où chacun échange des arguments qu'il estime absolument confondants dans l'espoir de convaincre une assistance qui, d'après ce que j'ai compris, a déjà des convictions très majoritairement chrétiennes. Je suis convaincu qu'à l'issue d'une soirée comme celle-ci, consacrée à des débats ou des enjeux dont on parle depuis déjà des siècles et des millénaires, chacun rentrera chez lui avec des convictions inaltérées ou inchangées. Donc, pour moi, l'essentiel, en tout cas ce que j'attends d'un débat de ce genre, c'est pas du tout une distribution finale de bons et de mauvais points pour savoir qui l'a emporté par rapport à l'autre. Je trouve que cela, c'est complètement sans intérêt. Ce que j'en attends, en revanche, c'est plus de dialogue et de compréhension du point de vue de l'autre. Sans altérer nos convictions, nous sommes parfaitement capables de nous ouvrir à un mode de raisonnement avec lequel peut-être nous ne sommes pas bien familiarisés, mais qui nous permet de mieux comprendre comment celui dont nous ne partageons pas nécessairement les opinions parvient à les soutenir, comment il y est venu et ce que l'on peut en tirer. Deuxièmement, sur l'intitulé du débat, le christianisme et l'Europe, un mariage heureux ou contre nature. Alors, Louis Dufresne vient dire que le mariage est à la mode. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas certain qu'il soit utilisable dans le cadre de notre discussion. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur le rôle que l'Église a joué sur la redéfinition du mariage. Vous y avez fait rapidement allusion. Je pense personnellement que l'Église est à l'origine du mariage d'amour et que le mariage d'amour est la cause principale de la désagrégation des familles dans le monde d'aujourd'hui, mais laissons cette question de côté. La rencontre de l'Europe et du christianisme n'est à mon avis ni un mariage heureux, ni un mariage contre nature. Contre nature est aussi une expression très équivoque, parce que vous savez bien que d'un point de vue philosophique et théologique, le mot nature est extrêmement polysémique. L'Église, au cours de son histoire, a qualifié de contre-nature des choses qui étaient en réalité parfaitement naturelles. La loi de la nature n'est pas toujours la même chose que ce que les chrétiens appellent la loi naturelle ou la morale naturelle, c'est même parfois le contraire. Et donc il y a autour de ce mot nature tellement d'équivoques que je crois bon de passer à côté. Je crois d'ailleurs que c'est Héraclite qui disait « la nature, c'est dans sa nature de se cacher ». Mais on peut évidemment aborder le problème différemment. Avant d'y venir, je voudrais essayer très rapidement de me situer, non pas par mon rôle public ou les livres que j'ai publiés, qui sont assez connus, mais je pense que vous êtes en droit de savoir à partir d'où ou de quoi je parle. Je suis né dans une famille catholique et j'ai eu une enfance et une adolescence catholique et catholique pratiquante. J'ai même été servant de messe, enfant de chœur et toutes ces choses-là. J'ai fait par ailleurs ensuite des études de droit, de philosophie et d'histoire des religions à la Sorbonne. Et je me suis progressivement détaché de cette religion catholique dans laquelle j'avais été élevé, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais plutôt revenir un instant sur l'objet même de la discussion,
Je ne crois pas que la rencontre du christianisme et de l'Europe soit un mariage heureux ou un mariage contre nature. Je dirais plutôt qu'il y a eu une fusion forte, mais à mon sens, qui est toujours restée incomplète. On a parfois décrit l'Église, c'était un thème cher au politologue Carl Schmitt, par l'expression de complexio oppositorum. La complexio oppositorum, ce n'est pas la synthèse des contraires, c'est plutôt l'étude de la logique tensionnelle entre les opposés. Je crois que Nicolas de Cuse en faisait même un attribut de la figure de Dieu. Ce qui est certain, c'est qu'à l'aube de notre ère, deux mondes se rencontrent et s'affrontent, deux façons de voir le monde différentes, qui se sont conciliées tant bien que mal, parfois bien, parfois mal. Je rappellerai quand même qu'au terme d'une évolution dont nous n'avons pas le temps de parler ici, le paganisme est interdit dans l'Empire romain en 392 et qu'il est puni de mort en 495, époque à laquelle je n'aurais certainement pas été invité à la paroisse Saint-Lambert. Cet affrontement entre païens et chrétiens, auquel un nombre considérable de livres ont été consacrés, s'est parfois passé dans de bonnes conditions, parfois dans de très mauvaises, parfois dans de très violentes. On pourrait citer ici beaucoup d'épisodes, je pense aussi bien à la manière assez sanglante dont s'est déroulée l'évangélisation de la Germanie, depuis la décapitation des milliers de chefs saxons qui se refusaient à abjurer la foi de leurs ancêtres, jusqu'à la destruction des manuscrits runiques, mais antérieurement, la destruction assez systématique de la culture gréco-romaine par ceux qu'on appelait alors les hommes en noir, les moines qui parcouraient les campagnes pour renverser les statues, les mutiler, défaire et abattre les temples, scier les colonnades, etc., etc. Tout cela est bien connu. Il y a eu beaucoup de sang répandu, et de sang répandu pendant des siècles, et je crois que le tribut du sang a plus été payé par les chrétiens que par les païens. L'inverse, vous voulez dire? Hein? L'inverse. Par les païens que par les chrétiens. Par les païens et par les chrétiens. J'ai dit l'inverse, excusez-moi, ce n'est pas un lapsus freudien. L'historien des idées prend acte de cet affrontement et de cet affrontement durable. Et évidemment, il s'interroge sur les causes de l'affrontement. Quelles étaient au fond les raisons profondes qui ont fait que païens et chrétiens, pendant des siècles, ont lutté les uns contre les autres avec autant de vigueur et d'acharnement. En quelque sorte, où est la différence? Et le livre que j'ai publié en 1986, qui s'intitulait « Comment peut-on être païen ?», qui était paru chez Albin Michel, avait précisément pour objet d'étudier les principaux points d'achoppement entre le paganisme, c'est-à-dire, pour faire court, les religions de l'Antiquité pré-chrétienne, et le christianisme. Et ma conclusion était que cet affrontement ne s'expliquait pas du tout par la simple différence entre le polythéisme et le monothéisme. Il ne s'agissait pas de savoir s'il fallait trancher entre heis théos et poloi théoi, un seul Dieu ou plusieurs dieux, d'autant plus que le judaïsme nous procède à certains égards. Le christianisme a commencé par être une monolatrie plus qu'un monothéisme pur. Les premiers Hébreux, semble-t-il,
ne niaient pas l'existence des autres dieux, mais estimaient que leur Dieu, le Dieu d'Israël, leur était supérieur. Donc, dans ce livre, je me suis attaché à voir les principaux points de conflit, d'affrontement du point de vue des idées, de la spiritualité et de la théologie. Je ne vais pas résumer le livre, bien entendu, je prendrai qu'un exemple parmi d'autres, mais qui illustre assez bien ma démarche, c'est le rapport à l'espace et surtout à la temporalité, avec la conception biblique de l'histoire, reprise sur ce point par le christianisme. On est dans un temps fléché, dans un temps linéaire, vectoriel. Il y a un commencement. Et donc, ce commencement va vers une progression qui nous emmène vers le futur, qui peut se confondre par exemple avec la parousie, le retour en gloire de Jésus-Christ, etc. Cette conception qui a donné naissance, après la sécularisation, à tous les historicismes modernes, est évidemment en contradiction très directe avec la conception de l'histoire et de la temporalité qu'avaient les anciens Grecs, notamment, pour qui seule l'éternité était réelle et qui, loin d'adhérer à l'idée d'une conception fléchée de l'histoire, en tenait au contraire pour une conception circulaire, sphérique ou cyclique. Voilà le genre de choses que j'abordais. Alors, pour en terminer avec mon itinéraire, je dois dire que c'est l'arrivée pour moi en classe de philosophie qui a joué un rôle tout à fait décisif, parce qu'elle m'a mis en relation avec toute une série de façons de voir et d'interpréter le monde qui m'ont éloigné peu à peu de la religion de mon enfance. J'ai eu, je le mentionne en passant, une phase très positiviste et même scientiste. Je me suis passionné par exemple pour le Wiener Kreis, le cercle de Vienne, l'école de l'empirisme logique, avec des philosophes comme Moritz Schlick, Hans Reichenbach, Philippe Franck, Rudolf Carnap et bien d'autres. Mais j'ai très vite vu les limites de cette démarche, et c'est la philosophie de Nietzsche, comme beaucoup de jeunes gens des générations précédentes, qui m'a profondément séduit, et je me souviens notamment de l'effet fondamental qu'a pu avoir sur moi la lecture de la généalogie de la morale, en sorte que Nietzsche est resté pour moi une sorte d'idéal indépassable que j'ai quand même dépassé plus tard, lorsque j'ai acquis une fréquentation plus assidue de la philosophie de Heidegger. Alors Alain Benoît va vous demander de conclure ce propos liminaire pour passer la parole à Rémi Brague. Oui, je pourrais m'arrêter là bien sûr. Néanmoins, ce que je viens de dire n'explique peut-être pas suffisamment mon adhésion au paganisme proprement dit. Alors, très vite, je dirais que d'abord j'ai manifesté très tôt une passion, véritable passion pour l'Antiquité européenne, proto-européenne, sur les premières civilisations de l'Europe, ce qui m'a amené par la suite à remettre en cause radicalement la notion de racine chrétienne que j'ai vu surgir dans le débat il n'y a pas encore très longtemps et qui me paraît tout à fait inapproprié pour autant qu'on s'attache au sens exact des mots, à la fois parce que le christianisme est né hors d'Europe et d'autre part parce qu'au moment de la naissance de Jésus, les cultures européennes existaient déjà, à commencer par la grande civilisation gréco-latine depuis des siècles, sinon depuis des millénaires. Et je me suis senti en accord intellectuel et spirituel profond avec les fondements de
de cette culture très chrétienne. Je me suis senti plus en affinité avec Aristote et Homère qu'avec Saint-Augustin, par exemple, pour ne rien dire évidemment de Torquemada. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est, puisque vous lancez le débat à votre manière, c'est que Rémi Brague puisse également poser la réflexion